Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous innovons. Pour la première fois, donc, il s'agit de deux conférences en une. Et ces deux conférences sont présentées par deux doctorants du laboratoire, Natacha Roux, ici, et Olivier Pereira, qui vient d'arriver. Ces deux doctorants appartiennent à en fait, deux unités de l'Observatoire. Natacha au département de laboratoire de biologie des organismes marins, biologie intégrative des organismes marins, et Olivier travaille pour le laboratoire d'écogéochimie des environnements benthiques. Le premier doctorant est dirigé, la première doctorante est dirigée par Vincent Laudet, directement. Quant à Olivier Pereira, son directeur de thèse est Pierre Galland. Je ne sais pas s'il se trouve dans la salle. Donc ils vont tous les deux vous présenter leurs travaux. En fait, l'idée, c'était de vous montrer la recherche qui se fait au laboratoire. Et donc, je n'ose pas dire la recherche en marche, hein, maintenant ça dévoyé. Mais c'est effectivement la recherche que les jeunes doctorants font au laboratoire en ce moment, et ils vont vous parler de leurs modèles ou de leurs thématiques respectives. Donc je vous remercie d'être venus les écouter. On va leur donner la parole environ 30 minutes à chacun, et vous aurez le temps entre les deux et à la fin de leur poser des questions. Donc merci à vous d'être venus, merci à eux d'avoir accepté. Vous voyez, on fait un petit peu tout pendant la thèse. On doit aussi assumer les contingences familiales, et pour la première fois, nous avons un auditoire vraiment très très jeune. Donc, merci à tous, et je leur laisse la parole. Natacha, je te laisse. Merci Anne-Marie. Alors bonsoir à tous, donc comme Anne-Marie vous a dit, je m'appelle Natacha, je suis étudiante en 3e année de thèse à Banyuls, au Bio, plus précisément. Et donc là, normalement, je suis dans ma dernière année et je soutiendrai ma thèse, si tout va bien, en septembre. Donc pour vous présenter un peu ce que je fais, j'ai décidé de vous parler d'un poisson clown que vous connaissez peut-être, qui est le poisson clown Nemo, que vous avez certainement entendu parler parce que ça a été une star chez les studios d'animation Pixar, puisqu'ils ont fait un dessin animé pour les enfants sur ce petit poisson qui est orange avec 3 bandes et qui vit en symbiose avec une anémone. Et il faut savoir que ce poisson clown, il a aussi un intérêt pour nous les chercheurs, puisqu'on travaille dessus depuis maintenant quelques années avec différentes thématiques, et du coup je vais vous présenter un peu ce poisson clown que vous connaissez de par Pixar, mais qui ne nous a peut-être pas raconté toute la vérité sur ce poisson. Donc comme vous connaissez, vous avez le poisson clown Nemo, donc qui est ici, une petite star de Pixar avec sa petite nageoire atrophiée et qui a eu un succès fou chez les enfants mais aussi chez les adultes, et qui, après ce grand film à succès, a été très très prisé par les aquariophiles. On a vu énormément de poissons clowns achetés dans les animaleries pour pouvoir avoir des aquariums chez eux avec ce petit poisson qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien, on va dire. Enfin, il faut quand même un aquarium avec de l'eau de mer, bien évidemment, et pas forcément besoin d'anémone, ça je vous l'expliquerai un peu. Et du coup, pour les chercheurs, ça a été intéressant de se pencher un peu sur ce poisson. Alors, pour vous raconter un petit peu, le poisson clown fait partie d'une très grande famille avec énormément de poissons qu'on appelle les pomacentridés. Chez les pomacentridés, vous avez notamment ce qu'on appelle les poissons demoiselles. Vous en avez un exemple typique ici en Méditerranée que vous connaissez peut-être, qui est la castagnole, qui fait en fait partie de la même famille que le poisson clown. Et chez les pomacentridés, on va compter plus de 300 espèces. C'est vraiment une famille qui est très très représentée, un peu en Méditerranée et beaucoup aussi dans les écosystèmes coralliens. Et parmi les pomacentridés, on retrouve également les poissons clowns. Mais selon vous, combien peut-il y avoir d'espèces de poissons clowns? Une seule? Eh bien non. Vous avez 29 espèces au total de poissons clowns. Alors ça, c'est l'individu le plus représentatif, c'est le poisson clown qu'on connaît tous, orange avec ses 3 bandes blanches. Bon, la troisième n'est pas visible parce qu'il est caché dans ses tentacules, mais vous en avez au total 29. Et tous ne vont pas avoir 3 bandes blanches. Vous en avez qui ont une bande blanche, mais uniquement sur le haut du corps. Donc là, vous avez 3 espèces qui se ressemblent également, mais qui sont vraiment différentes. Là, vous avez Amphiprion péridéraillon, qui est caractéristique parce que sa bande blanche va se mettre juste au niveau de ses ouïes. Là, vous avez Amphiprion acalopysos, qui a une bande blanche juste sur le haut du corps. Et la différence entre ces deux-là, c'est juste que Sandaracinos, lui, sa bande blanche va aller jusqu'au niveau de la bouche.
Ensuite, vous avez d'autres espèces, ici, Amphiprion frenatus et Amphiprion melanopus. Alors eux, leur particularité, outre leur forme qui est un peu plus différente, avec une hauteur de corps plus épaisse, vous avez une seule bande blanche au niveau de la tête. Mais c'est aussi deux espèces différentes. Et ici, vous en avez d'autres. Amphiprion clarki, Chrysopterus et Polymnus, qui ont une couleur beaucoup plus sombre. On perd ce orange qu'on connaît chez Amphiprion ocellaris, qui est la première espèce que je vous ai montrée. Et là, par contre, on a soit deux bandes pour Amphiprion clarki, soit trois pour Chrysopterus. Et alors là, pour Polymnus, on a une bande qui parcourt le milieu du corps et qui se retrouve au niveau de la nageoire. Je ne vous ai pas présenté toutes les espèces, mais vous avez ici en fait une représentation de l'ensemble des espèces de poissons-clowns. Alors ces petits poissons, ils vivent essentiellement dans les eaux chaudes. On n'en trouve pas malheureusement en Méditerranée, ça aurait été plutôt sympa. Mais non, ils se concentrent dans les récifs coralliens, que ce soit les poissons demoiselles ou les poissons clowns, au niveau de l'océan Pacifique, au niveau de l'Australie, avec ici vraiment un maximum d'espèces présentes dans ce qu'on appelle le triangle de corail, où vous avez un maximum de biodiversité, que ce soit pour les coraux ou pour les poissons coralliens. Donc maintenant, on va voyager un petit peu. Un récif corallien, c'est l'habitat de nos poissons. Donc là, vous avez un exemple de récif avec plus précisément ici une photo de Bora Bora en Polynésie française. Et donc un récif corallien se compose de la façon suivante. Vous avez l'île principale qui est au centre, avec sur le bord de l'île ce qu'on appelle le récif barrière, séparé ensuite par un lagon. Et là, vous avez le récif corallien qui va entourer toute l'île, et qu'on appelle également le récif frangeant. Et en fait, nos poissons clowns, ils vont vivre dans ce lagon, avec plein d'autres poissons coralliens. Les récifs coralliens, comme vous le savez, sont des écosystèmes extrêmement riches. Malgré la faible surface qu'ils représentent, c'est à peu près 0,2% de la surface des océans, on va concentrer plus ou moins 25% de la biodiversité marine, avec plus de 4000 espèces de poissons. Donc c'est des environnements qui sont extrêmement riches. Après, je ne pouvais pas l'explication du nombre d'espèces de coraux, d'invertébrés, d'éponges, de nudibranches, etc. Mais pour les poissons, vous allez avoir énormément d'individus, des couleurs qui sont toujours très éclatantes, des formes totalement diverses, et ici, les poissons clowns qui vivent dans leurs anémones. Alors là, vous avez chez Nemo, on a bien représenté ce récif, avec des espèces de coraux, d'autres espèces de poissons. Le souci, c'est que dans Nemo, en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais c'est en fait Marin qui est ici, qui est un jeune papa qui a perdu son petit enfant et qui va partir à sa recherche et qui va du coup parcourir un voyage très très long pour aller le rejoindre. Le souci, c'est que Pixar nous a menti. Dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas le poisson clown adulte qui va voyager, mais en fait, c'est la larve. Le poisson corallien se reproduit dans son récif, toujours auprès de son anémone, parce que s'il la quitte, c'est un piètre nageur et il risque de se faire attaquer par les prédateurs. Et pour ses œufs, c'est pareil, il les pond sur un substrat, donc généralement sur un rocher qui est au pied de son anémone et qui du coup va bénéficier de la protection des tentacules. Les œufs vont se développer et ensuite va sortir une petite larve qui commence déjà qui est déjà capable de nager, et cette petite larve elle va être transportée dans le courant et va se disperser dans l'océan pendant 10 à 15 jours selon les individus. Donc pendant 10 à 15 jours, vous imaginez que la larve elle peut aller très très loin. Elle va se déplacer, elle pourra même aller coloniser d'autres îles coralliennes, pas forcément l'île sur laquelle elle est née, ou alors des fois elle peut revenir sur son île. Et une fois qu'elle a terminé son voyage, cette petite larve elle va retrouver son récif. Et quand elle va retrouver son récif, elle va pouvoir rentrer dedans et ensuite coloniser une nouvelle anémone ou la même anémone sur laquelle elle est née. Donc en fait, vous avez la reproduction, la dispersion larvaire et ensuite l'installation. Donc ça, c'est des étapes du cycle de vie du poisson clown, mais également des poissons coralliens. Toutes les espèces de poissons coralliens ont ce cycle, à la différence que la plupart des espèces, généralement, n'ont pas cette phase de développement des œufs dans le récif. Les œufs sont directement expulsés dans l'océan et se développent également dans l'océan pour donner ensuite naissance à des petites larves. Mais la particularité du poisson clown, c'est justement que ces œufs, eux, restent dans le récif. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est comment la larve est capable de détecter un récif, parce qu'elle va se disperser très loin dans l'océan, mais après elle va également revenir. Et en fait, les larves de poissons clown, mais également d'autres poissons coralliens, sont capables de percevoir, comme vous et moi, tout l'environnement qui les entoure. Et en fait, elles vont utiliser leur vue, leur odorat et aussi l'ouïe pour pouvoir essayer de se localiser dans l'océan et pouvoir retrouver leur récif, puis s'installer sur un habitat donné. Et donc pour le poisson clown, ce qui a été mis en évidence, alors là, c'est comment les chercheurs se sont-ils intéressés à ça et comment ont-ils pu démontrer que notre petite larve de poisson clown, elle est capable de sentir. Et bien en fait, elle est capable de sentir non pas que les anémones, mais elle est aussi capable de sentir
les feuilles des arbres qui sont présentes sur l'île et qui tombent dans l'eau, et elle est aussi capable de reconnaître olfactivement la présence de prédateurs. Bon, là j'ai mis un requin, mais ça peut être n'importe quel autre type de poisson qui est capable de manger le poisson clown, pardon. Et en fait, comment le chercheur a mis en évidence cela? Il a en fait utilisé un dispositif qui est le dispositif suivant. Donc là, vous avez au centre ce qu'on appelle un aquarium de choix, avec reliés 2 seaux dans lesquels on rajoute de l'eau, qui va être peut-être venue d'un récif ou alors venue de l'océan. Et vous avez ici en fait 2 chambres. Donc là, vous avez un colorant jaune qui montre que l'eau circule bien droit et que vous n'avez aucun mélange de l'eau entre le compartiment de droite et le compartiment de gauche. Ce qui veut dire que si on fait circuler une eau qui, on va dire, a une odeur particulière, par exemple l'eau d'un récif, versus l'eau de l'océan sur la gauche, ces 2 eaux ne vont pas se mélanger. Et du coup, si on met une petite larve au milieu, alors là je ne sais pas si vous la voyez, mais ici vous avez un petit point orange. Et ça en fait c'est une larve de poisson clown qui a entre 7 et 8 jours, qu'on a mis dans notre dispositif, et on va faire circuler dans notre aquarium de choix 2 types d'eau. Une eau sans odeur, comme l'eau de l'océan, et une eau d'un récif, ou une eau dans laquelle on a fait tremper une anémone. Et ensuite on va regarder comment se déplace notre larve dans notre petit système, si elle va plus ou moins à droite, ou plus ou moins à gauche, et on compte pendant, par exemple, 2 minutes, le nombre de fois où on la voit à droite, le nombre de fois où on la voit à gauche, et on répète ces expériences plusieurs fois sur plusieurs larves différentes, et ensuite, quand on fait le total, on se rend compte qu'en fait, notre larve, elle a passé toutes les larves ont passé plus de temps du côté de l'odeur de l'anémone. Ce qui nous a montré, en fait, que les larves étaient capables de sentir leur anémone et de la reconnaître. Et ensuite, ces expériences ont été répétées aussi avec des odeurs donc, de prédateurs, des odeurs d'autres habitats récifaux, des odeurs d'arbres. Et ça nous permet ainsi de déterminer si nos larves de poissons sont plus ou moins attirées par différents facteurs. Et là, si vous voulez obtenir en fait l'odeur d'une anémone, ce qu'on fait, c'est qu'on met une anémone dans un aquarium et on la laisse infuser comme un sachet de thé pendant 2 heures à peu près, ce qui nous permet en fait de concentrer l'odeur de cet individu. Et après, on fait pareil avec des feuilles, on peut faire pareil avec des coraux et on peut faire pareil avec des prédateurs également. Ensuite, l'autre intérêt du poisson clown, pourquoi est-ce que les chercheurs se sont intéressés à cette espèce? C'est en fait parce que c'est un poisson, comme je vous l'ai dit, qui se reproduit dans le récif et qui pond ses œufs dans le substrat. Ce qui est ultra intéressant, pas uniquement pour les chercheurs, mais aussi pour les aquariophiles, c'est que du coup, on a accès aux œufs. Et ces poissons, on peut les élever en aquarium, avec généralement des individus qui vont se reproduire tous les 10 à 15 jours, ce qui est très souvent pour un poisson corallien et ce qui est du coup intéressant pour nous, et qui va pondre entre 100 et 300 œufs. Donc ça nous fait beaucoup d'individus potentiellement étudiables, et tout ça toutes les 2 semaines. Donc c'est vrai que ça fait quand même un coût énergétique très important. Et ensuite, autre point intéressant, c'est qu'on a une courte vie larvaire, entre 10 à 15 jours, ce qui nous permet du coup de les élever dans nos aquariums et de les étudier à différents stades de vie. Si vous prenez d'autres espèces de poissons coralliens, par exemple des poissons chirurgiens, là vous avez un cycle larvaire qui va durer 50 jours, ce qui est beaucoup plus long. Et le souci, c'est que ces poissons, ils se reproduisent dans le récif, mais généralement à la sortie, tout juste au niveau de l'océan, et là les œufs sont directement dispersés dans l'océan. Et en aquarium, pour l'instant, on n'est pas encore capable de reproduire ce type de poisson. Donc c'est pour ça que là, avec le poisson clown, on a un poisson qu'on peut garder en captivité et dont on a accès à tout le cycle de vie. Et ensuite, on a également des outils pour nous scientifiques qui sont disponibles, comme le génome. Donc en fait, on a accès à tous les gènes du poisson clown, ce qui nous permet de faire des différents types d'études là-dessus. Donc là, par exemple, ici à Banyuls, on a une structure d'élevage de poissons clown. Donc on l'a mis en place quand j'ai commencé ma thèse en 2015. Donc là, vous avez un schéma de notre structure, avec sur les 2 étages du haut, nos bacs dans lesquels on a nos couples reproducteurs, qui n'ont pas d'anémone, qui ont juste un pot en terre cuite sur lequel ils peuvent poser leurs œufs. Et ensuite, sur le premier étage, vous avez des bacs d'élevage larvaire dans lesquels on va mettre ensuite nos œufs, puis nos larves qui vont se développer jusqu'à l'âge de 20-30 jours. Et ensuite, on les sort de notre structure et on les met dans des bacs plus grands pour qu'ils puissent grossir. Et donc, en fait, nous, on fonctionne en eau de mer artificielle. On n'a pas voulu utiliser l'eau du pompage, même si on aurait voulu. Mais comme on travaille sur une espèce de poisson tropical, j'ai préféré qu'on travaille sur de l'eau de mer dite artificielle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a de l'eau douce qui vient, qui est nettoyée avec un osmoseur, et ensuite on rajoute manuellement notre sel pour avoir notre bonne salinité, ce qui nous permet en fait d'être dans un circuit fermé où on est totalement autonome. Et là, vous avez en fait un système de filtration. Donc notre eau circule dans nos bacs
en ressort, tombe dans cette cuve technique où elle va être filtrée, nettoyée, puis ensuite renvoyée dans nos différents aquariums. Ce qui nous permet du coup d'avoir accès avec ici, vous avez un exemple des juvéniles qu'on est capable d'avoir en aquarium. Donc ça, c'est des pontes qu'on arrive à avoir ici. Là, vous avez des petits juvéniles de poissons clowns qui ont une quarantaine de jours, donc qui ont pour la plupart tous leurs trois bandes blanches caractéristiques. Après, vous en voyez certains qui n'ont pas toujours la bande bien formée. Donc ça, c'est des malformations qui arrivent souvent en aquarium, jamais dans le milieu naturel, et qui est liée généralement à la capacité des larves à se nourrir. Et certaines se nourrissent moins que d'autres, parce que vous avez beaucoup de compétition dans ces petits aquariums. Et du coup, le faible apport énergétique fait que les poissons clowns n'arrivent pas à développer correctement leur bande. Alors du coup, pour nous ici à Banyuls, qu'est-ce qu'on étudie sur ce poisson clown? Ah oui, pardon. Avant, je voulais vous expliquer comment on élevait les poissons clowns. Donc comme je vous l'ai dit, on a des couples reproducteurs dans notre structure. Donc là, vous avez un de nos couples. Et je ne sais pas si vous voyez, mais au fond du pot, vous avez un petit tapis noir qui est juste ici sous le laser. Et ça, en fait, c'est les œufs de poisson clown. Donc là, vous avez un peu plus de 100 œufs qui sont présents dans l'aquarium. Et du coup, les parents vont s'en occuper pendant 8 jours. Et au soir du 8e jour, on sort notre pot et on le met dans un aquarium pour que les œufs éclosent. Ensuite, pour pouvoir nourrir nos larves, il nous faut des proies. Et la particularité et l'inconvénient, on va dire, du poisson clown, c'est que ces larves, il faut les nourrir uniquement avec des proies vivantes. Et suffisamment riches en acides gras, parce que sinon, elles ne se nourrissent pas et elles se laissent mourir. Donc du coup, à Banyuls ici, on cultive 2 proies vivantes. Les rotifères, qui sont cette petite proie, qui sont en fait des sacs qu'on va remplir avec des algues et avec des enrichissements en acides gras. Donc on va avoir des petits sacs qui sont remplis de nourriture, qui vont être mangés par nos lattes de poisson clown pendant 5 à 6 jours. Et ensuite on fait une transition avec une seconde proie, qui est ici une Naupliida artemia, donc c'est une petite crevette, qu'on va aussi également cultiver à Banyuls et qu'on va donner à partir de 5 jours de développement à nos larves pour qu'elles puissent grandir. Et ensuite, quand on arrive à des individus qui ont une vingtaine de jours, là on peut passer à une nourriture sèche dégranulée. Donc comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a nos œufs qui sont prêts à éclore, on sort le pot du bac des parents, on le met dans un bac d'élevage avec un système de bullage pour que les œufs soient toujours en mouvement pour être aérés. Et ensuite, l'éclosion a lieu généralement 1 à 2 heures après l'extinction de la lumière. Et ensuite, vous avez, du coup, comme vous l'avez vu, des petits individus qui vont se balader dans le bac, sauf que en réalité, vous ne les avez pas tout de suite avec 3 bandes blanches. La larve à l'éclosion, elle va plus ressembler à ça. Donc c'est quand même assez loin de l'individu que vous avez vu tout à l'heure, où vous avez une couleur plutôt jaune avec quelques petits points, petites taches noires sur le corps. Ce qu'on appelle ici la notochorde, en fait, qui est la colonne vertébrale du poisson, qui est totalement lisse. Et ce petit poisson va évoluer du coup dans son bac pendant entre 7 et 10 jours avant de commencer à se pigmenter. Donc le cycle de vie du poisson corallien, on l'a ici en laboratoire. Et nous, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est cette partie-là. Quand la larve est dans l'océan et qu'elle revient vers un récif, elle va en fait se métamorphoser. Vous avez vu tout à l'heure la petite larve de poisson qui est totalement différente de l'adulte. Mais en fait, elle passe par une étape de métamorphose et nous, c'est ce qui nous intéresse, à savoir comment ce mécanisme fonctionne chez le poisson clown. Alors la métamorphose, vous la connaissez tous, parce que c'est ce qui se passe quand un tétard se transforme en grenouille. Vous avez régression de la queue, apparition des pattes. La métamorphose, on l'a également chez le papillon, avec la chenille qui se transforme en chrysalide puis en papillon. On en a également chez l'oursin, où là vous avez la larve putéus, qui va ensuite donner un oursin qui est totalement différent. Ici, vous avez une acidie, où là, pareil, on a une petite larve nageuse qui va se transformer en un organisme qui va vivre fixé sur le sol, ou encore chez les poissons. Ici, avec l'exemple du poisson plat, où à l'état larvaire, les poissons plats ont une symétrie comme tous les autres poissons, sauf qu'ensuite, une fois qu'ils se métamorphosent, ils ont cette forme qu'on leur connaît tous, avec les yeux du même côté et qui vivent du coup posés sur le substrat. Et la métamorphose, elle a été très très étudiée chez les amphibiens, parce qu'elle est quand même assez spectaculaire avec cette régression de la queue et cette apparition des membres. Et en fait, on a trouvé qu'elle était contrôlée par les hormones thyroïdiennes. Et ces hormones thyroïdiennes vont en fait contrôler l'ensemble des processus qui vont se dérouler durant cette métamorphose. Plein de changements morphologiques, des changements alimentaires également, des changements écologiques et des changements physiologiques.
Et cette thyroïde, qui produit des hormones thyroïdiennes, elle est contrôlée par le système nerveux, lui-même sous le contrôle de l'environnement. Et donc ensuite, les hormones thyroïdiennes vont agir comme un interrupteur qui va permettre d'activer ou d'inactiver des gènes cibles qui vont permettre des processus de croissance cellulaire, comme pour permettre l'apparition des pattes, ou de mort cellulaire pour permettre la régression des membres. Et si on perturbe tout ce système avec des perturbations naturelles ou humaines, vous imaginez bien que la métamorphose, elle ne va pas pouvoir avoir lieu. Et si elle n'a pas lieu, nos individus qui sont à l'état larvaire ne vont pas pouvoir vivre dans leur habitat adulte. La larve de poisson corallien, quand elle est dans l'océan, elle a des caractéristiques qui lui permettent d'aller dans l'océan. Mais une fois qu'elle est dans le récif, il va lui en falloir de nouvelles pour pouvoir échapper aux prédateurs, pour pouvoir utiliser d'autres sources de nourriture. Et si elle ne se métamorphose pas, c'est la mort assurée pour elle. Déjà que quand elle rentre dans un récif, il y a énormément de prédateurs. Si en plus vous lui enlevez ses moyens de se défendre et de se cacher, là c'est plus possible. Donc du coup, si on perturbe cette métamorphose, comme vous avez vu qu'elle est contrôlée par les hormones thyroïdiennes, vous avez tout ce qui est pollution qui va pouvoir interagir avec ce système. Parce que là, on va avoir tout ce qui est perturbateur endocrinien, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui vont du coup pouvoir peut-être perturber toute la machinerie. Et au niveau de nos installations humaines, malheureusement, tout finit dans l'océan. Que ce soit l'utilisation des pesticides, que ce soit l'utilisation de métaux lourds au niveau des usines, tout se déverse et va perturber du coup ces environnements et perturber la vie à différentes échelles, à différents niveaux et avoir des impacts différents. Donc du coup, nous, on veut vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans un premier temps sur cette métamorphose. Alors les questions qu'on se pose ici, c'est quels sont les changements morphologiques des larves de poisson clown, comment elles se transforment au cours de son développement larvaire. Ensuite, la question quels sont les acteurs moléculaires de la métamorphose et quels sont les gènes qui en fait contrôlent tout ce processus. Et enfin, quels sont les facteurs environnementaux qui vont permettre de déclencher la métamorphose. Parce que la larve se balade dans l'océan, mais il y a des signaux environnementaux qui vont lui dire attention, il y a un récif qui approche. Là, il faut que tu te transformes, il faut que tu sois prête pour pouvoir vivre dans ton nouvel habitat. Et ça, on aimerait bien savoir comment ça se passe et comment ça interagit avec le cerveau des poissons. Donc du coup, ce que j'ai fait pendant ma première année de thèse dans un premier temps, c'est d'écrire tous les changements morphologiques qui ont lieu au cours du développement de la larve. Donc là, vous avez un poisson clown qui est déjà développé, qui a une trentaine de jours, donc on voit qu'il y a l'apparition des bandes blanches qui s'est faite. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé la formation des nageoires, la formation de la queue, et ensuite l'apparition ici d'une autre nageoire pelvienne. Et j'ai séquencé toute l'apparition de ces différentes traits morphologiques pour pouvoir en fait avoir 7 stades de développement bien définis. Donc là, vous avez ici tout le développement de la larve de poisson clown avec les différentes étapes par lesquelles elle passe avant de donner ce petit juvénile caractéristique avec ces 3 bandes blanches. Donc dans un premier temps, vous avez une larve avec une colonne vertébrale qui est toute droite. Ici, vous voyez qu'elle commence à se fléchir avec l'apparition de la queue qui commence à se former. L'apparition des nageoires qui se fait également petit à petit, avec là ce qu'on appelle les rayons mous de la nageoire qui commencent à apparaître. Ici, on voit qu'on a un deuxième bloc de nageoires qui se forme avec des rayons non plus mous mais épineux. Donc là, on a des petites épines dorsales. Et vous avez également des changements de pigmentation, avec au départ une larve qui est plus ou moins transparente, avec une couleur généralement jaune. Et petit à petit, on voit une coloration orange qui apparaît, et les bandes qui commencent à se former petit à petit au niveau du corps. Alors toujours les bandes blanches de la tête et du corps qui se forment en premier, et la dernière à se mettre en place pour cette espèce, c'est la bande blanche au niveau de la queue. Et ensuite, pour savoir si cette métamorphose elle est contrôlée par les hormones thyroïdiennes, on traite nos larves à l'hormone thyroïdienne T3 et on voit ce qui se passe. Donc là pour ça, en fait, on a mis en place une technique d'élevage dans des petits volumes. Donc là vous avez des récipients en verre dans lesquels on met un demi-litre d'eau. On met 5 individus dans ces petits récipients et on ajoute de l'hormone thyroïdienne T3 et on voit ce qui se passe. Quand on ne met pas d'hormones, vous avez le développement classique avec l'apparition des bandes qui se fait sur la séquence que je vous ai décrite normalement. Par contre, quand on a ajouté de l'hormone, ce qu'on a observé, c'est que les bandes se formaient plus vite, mais qu'ensuite, elles n'arrivaient pas à grossir. Là, vous avez ici une bande blanche du poisson clown qui est mal formée, comparée à celle-ci qui est totalement apparue. Et donc là, du coup, on continue nos expériences pour essayer de voir ce qui se passe au niveau de la pigmentation et comment les hormones thyroïdiennes contrôlent tout ça. Et enfin, le but final, ce sera de voir par la suite, une fois qu'on aura vraiment compris comment ce mécanisme se met en place et est contrôlé, c'est de voir quels vont être les facteurs environnementaux
qui vont pouvoir jouer sur le déclenchement de ce processus. Est-ce que ça va être la photopériode? Est-ce que ça va être la température? Est-ce que ça va être l'eau d'un récif ou l'odeur d'une anémone? La vue de différents congénères, la vue d'un récif, on ne sait pas trop. Donc du coup, c'est des facteurs qu'on va pouvoir tester et qu'on va pouvoir étudier dans un premier temps sur la séquence de changements morphologiques que je vous ai décrit, mais aussi sur le comportement, et ensuite plus fonctionnellement sur la production d'hormones ou sur l'activité des gènes de notre poisson pour voir comment cette machinerie est contrôlée. Et ensuite, à terme, voir comment elle va pouvoir être perturbée par différents facteurs polluants. Donc ensuite, pour vous présenter un peu l'équipe dans laquelle je travaille, donc on a notre chef qui est Vincent Laudet, qui est un spécialiste de la métamorphose et des hormones thyroïdiennes, entre autres. Ensuite, il y a également Laurence Bessot, qui est maître de conférence, qui donc est à la fois enseignante et chercheuse, donc qui fait des cours à Paris et ici à Banyuls, et qui, elle, est spécialisée dans le contrôle hormonal des cycles de vie. Donc les hormones ne sont pas uniquement impliquées dans le contrôle de la métamorphose, elles contrôlent également nos cycles jour-nuit avec la mélatonine qui nous permet de savoir à quelle heure il faut qu'on se réveille, à quelle heure il faut qu'on s'endorme. Tout ce qui est aussi reproduction, c'est lié aux hormones, savoir quand est-ce que les individus vont devoir se reproduire, etc. Ensuite, on a également une autre chercheuse qui est Pauline Salis, elle qui travaille sur l'évolution de la pigmentation des poissons clowns. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en première présentation, je vous ai montré que les poissons clowns avaient différentes pigmentations, et pas seulement 3 bandes blanches et une couleur orange comme on le connaît d'habitude. Mais Pauline, elle travaille justement à savoir comment ces poissons clowns ont des patrons de pigmentation si différents. Est-ce que c'est lié à l'environnement? Est-ce que c'est lié à leur gène? Ensuite, on a également Charles Hubert qui travaille dans notre équipe, qui lui est technicien et qui est également spécialiste dans le contrôle hormonal des cycles de vie. Ensuite, on a également 2 stagiaires, Brieux Kérizit et Mathieu Reynaud. Brieux, lui, travaille sur les gènes qui sont impliqués dans la métamorphose. Et Mathieu commence les premières expériences pour savoir comment la métamorphose peut être perturbée en étudiant l'effet d'un pesticide, le chlorpériphos, sur le développement de l'art de poisson clown. Et enfin, on est également aidé du service d'aquariologie de recherche qui nous permet du coup d'avoir nos larves de poisson clown. Et si ce service n'est pas là, malheureusement, nous, on ne peut pas travailler. Donc Pascal Roman, qui est le chef de ce service, et Valentin Logeux, qui est dédié essentiellement à notre structure, Nancy Trouillard, qui s'occupe de la croissance des proies, et enfin Denis Pillot, qui donne aussi un coup de main sur l'élevage. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. C'est intéressant. Oui, sinon je vous donne une question basique. Pourquoi avoir choisi en particulier Nemo et alors, oui. ça, pourquoi cette espèce-là? Dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'on aurait pu prendre une autre espèce de poisson clown. Enfin là, dans notre structure, on n'a pas que cette espèce-là, on en a d'autres. Et parce que c'est une espèce qui était déjà utilisée par d'autres chercheurs en écologie notamment. C'est là qu'on commençait à faire les premières études sur le poisson clown. Et du coup, c'est aussi le poisson clown, cette espèce-là, qui est le plus facilement élevable. Après, vous avez d'autres espèces de poissons clown qui sont un peu plus embêtantes à élever, où on a des taux de mortalité plus importants à l'état larvaire, alors que celle-ci, c'est la plus facile. Large. Les bandes blanches, c'est juste esthétique ou ça leur sert à se protéger ou, Alors le poisson clown, pour se protéger, il a juste besoin de son anémone. Donc c'est plus de la reconnaissance entre individus et esthétique. Elles n'ont pas un rôle particulier pour la défense parce que ce pauvre petit poisson, il nage pas très bien et s'il n'a pas son anémone, il se fait à coup sûr manger. Du coup, on va passer à la présentation suivante. Donc, je vais donner la parole à Olivier. Ok, donc bonjour à tous. Donc, comme on vous l'a dit, je m'appelle Olivier Pereira, je suis en 3e année de thèse, donc au laboratoire de l'ECOB, qui est le laboratoire d'éco-géochimie des environnements benthiques, sous la direction de Pierre Galland, et je travaille surtout, je travaille sur certains micro-organismes qui s'appellent des archées. Donc je vous ferai plutôt un tour d'horizon sur les micro-organismes en général. J'ai structuré ma présentation en 3 grandes parties. Tout d'abord, j'introduirai le sujet avec quelques généralités sur les micro-organismes.
puis j'essaierai de vous donner quelques exemples de pourquoi on les étudie et comment surtout. Et je terminerai la présentation par deux petits exemples de ce qu'on fait et de ce que j'ai fait durant ma thèse. Donc voilà. Donc déjà, pour commencer ça, donc, je vais commencer par définir en fait ce qu'était un micro-organisme. Donc quand on regarde le Larousse, on peut y lire que c'est un organisme vivant, microscopique ou inframicroscopique, donc encore plus petit que microscopique, qui est une source de maladies infectieuses. Le Larousse dit le terme de micro-organisme désigne aussi bien des bactéries que des virus, des protozoaires, que des champignons microscopiques. Donc moi, quand j'ai lu cette définition, je peux vous avouer que j'étais pas tout à fait d'accord avec eux, car déjà ils stigmatisent énormément les micro-organismes comme une source infectieuse, alors que, comme je vais vous le montrer, les micro-organismes ne sont pas du tout tous pathogènes, et même au contraire, ils peuvent aider à la vie. Ensuite, ils parlent de vivants, et ils donnent comme des virus comme exemple. Donc je ne sais pas si vous savez, mais les virus ne sont actuellement... Enfin, il existe un énorme débat sur est-ce que les virus sont des entités vivantes ou car en fait un virus a besoin d'un hôte pour se développer et tout seul à l'état seul, ça reste en fait une particule. Donc moi durant cette présentation, quand j'emploierai le terme micro-organisme, je parlerai de toute entité biologique qui est invisible à l'œil nu et qui ne peut être observée qu'à l'aide d'un microscope. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc ici, vous avez donc, ce qu'on appelle Escherichia coli, donc c'est la bactérie de laboratoire, car elle est très étudiée en laboratoire. Elle forme un cluster, c'est-à-dire qu'elle va s'agréger entre elles. Ici, vous avez donc une vue de microscopie électronique de bactéries, d'archées. Donc on peut voir quand même que morphologiquement, les deux sont vraiment très proches. Et pourtant, quand on regarde l'intérieur de leur génome, de leur carte génétique, on se rend compte qu'il existe une énorme différence. Et en fait, les archées, d'un point de vue génétique, seraient plus proches de nous que de ce qu'elles seraient des bactéries. Et enfin, vous avez ici des petits virus, donc c'est des virus de bactéries qui vont infecter des bactéries. Donc on appelle ça un bactériophage. Et en fait, là, ils sont en train d'infecter une Escherichia coli. Donc comme je vous disais, les microbes ne sont pas tous pathogènes. Et là, par exemple, vous avez un super exemple de micro-organisme bénéfique. C'est par exemple la flore que l'on a sur nous. Il faut savoir qu'un être humain est composé d'autant de cellules, on va dire, étrangères que de ses propres cellules. On pourrait même se demander... on pourrait même redéfinir l'humain, qu'est-ce qui est humain, à quel point nous sommes vraiment humains, quoi. Parce qu'on voit qu'on est composé à moitié de micro-organismes, on peut se poser la question. On a aussi, chez le termite, on va retrouver dans son intestin des archées qui vont l'aider à digérer le bois. Donc sans ces micro-organismes, le termite sera incapable de se nourrir. On va retrouver aussi des micro-organismes dans les nuages qui peuvent être responsables de la pluie et aussi dans la neige. Il y a des applications avec certaines bactéries pour la neige et c'est utilisé pour faire de la neige artificielle. Il me semble qu'à Font-Romeu, ils utilisent certaines bactéries pour faire de la neige artificielle dans leur canon à neige. Et en fait, ça leur permet de produire de la neige à une température un peu plus élevée que ce qu'il faudrait normalement. Là, vous avez des micro-organismes qui sont retrouvés dans des milieux un peu, on va dire, spéciaux, car non conventionnels pour l'homme. C'est-à-dire là, vous avez une image de la mer Rouge et on va retrouver dans cet environnement des bactéries qu'on va appeler halophiles, car elles résistent à des fortes concentrations en sel. Voilà, en fait, ce sont des archées. Là, vous avez une photographie du parc Yellowstone. Et donc, en fait, chaque couleur va correspondre à un micro-organisme qui est majoritaire. Et à l'entrée du parc, on vous distribue un petit, plan interactif où, grâce à la couleur, vous allez pouvoir savoir quel est le micro-organisme majoritaire au niveau donc, de cet écosystème. On va retrouver aussi des micro-organismes. Il faut savoir que là aussi, à Yellowstone, il y a une forte température. Donc, on va retrouver des micro-organismes qui sont déjà d'une résistants à de fortes températures, mais en fait, ils ne sont pas résistants. Ils nécessitent cette forte température pour croître optimalement. Là, ça va être pareil. Là, c'est une photographie donc, de fond océanique.
donc on appelle ça les fumeurs noirs, ce sont des cheminées hydrothermales, et là on va encore retrouver des micro-organismes, donc cette fois-ci qui sont résistants à la température, mais aussi à de fortes pressions. Et donc en fait ils ne sont toujours pas résistants, mais ils nécessitent toujours cette forte pression et cette forte température. Du coup, si on veut cultiver ces micro-organismes au laboratoire, ça va être un peu compliqué, car il va falloir reproduire à l'identique les conditions qu'on va retrouver donc, au niveau des fumeurs noirs, c'est-à-dire une forte pression, une température et aussi une absence d'oxygène. Et en fait, il y a des micro-organismes donc, qui ne peuvent pas croître s'il y a de l'oxygène, et on va appeler ça des micro-organismes anoxiques. Et s'il y a un tout petit peu d'oxygène, le micro-organisme va tout de suite mourir, et voilà, il ne faut surtout pas d'oxygène pour ce genre de micro-organismes. Et on va aussi avoir des micro-organismes qui vivent dans des environnements un peu plus normaux, comme ici. Là, vous avez une photographie de Banyuls. Vous pouvez reconnaître la petite bouée jaune, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue au large. Et donc voilà, on va appeler ça des micro-organismes mésophiles, car ils croissent en milieu normal. Donc ici, voilà, j'ai voulu illustrer un petit peu ce qu'il y avait dans une goutte d'eau. Car quand on regarde une goutte d'eau, à l'œil nu, on a l'impression qu'elle est vide, qu'il n'y a rien. Alors que quand on la regarde au microscope, eh ben, on se rend compte qu'il y a plein de petits, il y a plein de micro-organismes à l'intérieur. Donc ici, chaque trait va correspondre à une petite bactérie, et il y a plein de petits points, et c'est un peu difficile à voir, mais en fait, tous les petits points vont représenter un virus. Et en fait, il y a 10 fois plus de virus que de bactéries. Donc dans un millilitre d'eau, il y a à peu près 1 million de bactéries, donc 10 fois plus de virus. Et là, une goutte d'eau qui fait à peu près 4 à 5 millilitres, on va avoir donc 4 millions de bactéries et 10 fois plus de virus. Quand on regarde l'étendue de l'eau sur la planète, on se rend compte que, en fait, on est vraiment envahi par les micro-organismes. Ils sont partout. Et ils sont vraiment partout, car l'eau couvre à peu près 70% de notre surface. Et donc là, on n'est plus à des millilitres et des gouttes d'eau, là c'est vraiment énorme. Quand on regarde l'océan comme ça, globalement, ainsi que les mers, on pourrait penser que c'est un milieu relativement homogène, alors qu'il n'en est rien. On va trouver différents écosystèmes au niveau marin, comme un écosystème côtier. Donc là, c'est une photographie, je crois que c'est vers Brest, il me semble. On va trouver des milieux estuariens, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'eau douce qui va se déverser dans la mer. Donc ici, on va avoir une concentration la salinité, donc une concentration en sel qui va varier. On va avoir ce qu'on appelle l'open océan, donc l'océan au large, où là, on va encore avoir un milieu différent. On va avoir tout ce qui est mangrove, on va encore avoir un milieu différent. Et là, c'est une photographie d'un écosystème profond. Là, à l'aquarium, je ne sais pas si vous êtes allé aussi, mais vous pouvez reconnaître ici des spirographes. On va aussi avoir donc, des milieux avec des conditions au niveau de température très différents, comme là ici vous avez donc un écosystème polaire, un écosystème équatorial, et on va encore avoir, donc enfin c'est très différent quoi. Et donc vous vous demandez peut-être où je veux en venir, et en fait je voudrais expliquer le fait qu'à chaque écosystème on va retrouver des communautés bactériennes et archéennes bien particulières et bien spécifiques. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai montré qu'il y avait un grand nombre de micro-organismes, qu'ils étaient partout, et dans un milieu marin vraiment très contrasté. Et donc, comme je vous disais, on a vraiment des micro-organismes spécifiques. Et il faut savoir qu'il y a des chercheurs qui sont amusés un petit peu à essayer de dénombrer le nombre d'espèces bactériennes qu'on avait sur Terre, et on arrive à 10 exposant 12 espèces sur la planète. Donc ça fait un 10 avec 12 zéros derrière, ce qui est vraiment énorme. Et donc chaque espèce va vraiment avoir une particularité. Donc maintenant on peut se demander aussi, à quoi sert, quel est l'intérêt d'étudier ces micro-organismes. Et bien de fait de leur spécificité, en fait il va y avoir une action spécifique au niveau de l'écosystème. Si on regarde un petit peu la chaîne alimentaire d'un point de vue microscopique, donc on va avoir des nutriments dans l'eau, donc qui vont servir de nourriture aux producteurs primaires, donc à ce qu'on appelle le phytoplancton. Ici vous avez une petite photographie d'une diatomée. Ce phytoplancton va aller nourrir des espèces un peu plus évoluées, ça reste quand même du plancton quoi. Là vous avez une photographie d'un zooplancton, mais ces espèces vont aller nourrir le zooplancton,
Et ce zooplancton va finir donc, chez les plus grands, chez les espèces plus grandes, donc des poissons, des mammifères. À chaque fois que ces organismes vont mourir, et elles vont se dégrader dans l'eau, et il va y avoir ce qu'on appelle de la matière organique dissoute, donc leurs composants cellulaires qui vont se retrouver dans l'eau et être libres. Et en fait, cette matière organique dissoute, donc c'est de la matière organique en décomposition, va servir de nourriture à nos microbes. Et donc en fait, les microbes vont pouvoir se nourrir donc, tous ces organismes en décomposition, et les microbes vont se faire manger par ce qu'on appelle des protozoaires. Ce sont des flagellés ou des ciliés. Vous avez ici une photographie donc, de protozoaires, et ces protozoaires vont aller nourrir le phytoplancton. Et en fait, ça fait une boucle ici, et en fait, c'est ce qu'on appelle la boucle microbienne. Et donc en fait, les microbes sont vraiment importants car ils permettent de faire recirculer la matière au niveau de ce maillon de la chaîne alimentaire. Mais en fait, il y a un intérêt encore plus important des micro-organismes, c'est qu'ils vont participer à ce qu'on appelle le recyclage des éléments. C'est-à-dire par exemple le carbone, l'azote. Donc en fait, les micro-organismes vont se servir de cette matière organique en décomposition et ils vont encore plus la décomposer sous forme de petits éléments, donc de petits atomes. Enfin, on n'est pas au niveau de l'atome, mais on est quand même au niveau de la molécule relativement simple. Comme un exemple de molécule relativement simple, le méthane par exemple, qui est composé d'un atome de carbone et de 4 hydrogènes. Et en fait, certaines archées vont se servir de la matière organique pour produire du méthane. Donc en fait, ce méthane va avoir deux applications. La première, ça va être pour produire du biogaz, ou de trouver... parce qu'en fait, ces micro-organismes sont retrouvés au niveau des zones profondes de l'océan. Et donc par exemple, Total a investi un peu d'argent pour aller à la recherche de poches de gaz, de poches de gaz de méthane, et ils peuvent la présence de certains micro-organismes peut servir d'indication à la présence de poches de gaz au niveau des fosses abyssales. La deuxième application, ça va être, c'est pas du tout une application, pardon, mais ça va être un problème au niveau du réchauffement climatique, car le méthane est un énorme gaz à effet de serre. Les micro-organismes aussi peuvent avoir une application dans tout ce qui est station d'épuration, car ils vont aussi décomposer, c'est grâce aux micro-organismes que la station d'épuration arrive à dégrader toute cette matière organique. Donc au niveau de la communauté scientifique, dans tout ce qui est écologie microbienne, les questions qu'on va se poser, c'est déjà qui est qui. Parce que quand on regarde une bactérie à côté d'une archée, si on regarde ça au microscope, on n'aura aucune information et on ne sera jamais... il faut aller beaucoup plus loin et essayer d'analyser sa carte génétique, donc son génome, et essayer de trouver des signatures qui pourraient donner une information sur son identité. Parce qu'en fait, chaque espèce va avoir un rôle particulier. Donc du coup, déjà savoir qui est qui peut donner une indication sur son rôle. Par contre, si son rôle est inconnu, là il va y avoir encore plus de... il va falloir essayer de découvrir son rôle par d'autres moyens. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que toutes les espèces sont partout, tout le temps? C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau global, au niveau de la planète, est-ce qu'on va retrouver les mêmes micro-organismes dans chaque écosystème? Ou est-ce que chaque écosystème a son micro-organisme? Comme je vous l'ai dit au début, chaque écosystème précis va avoir son set de micro-organismes précis. Et comme je vous disais, voilà, qui fait quoi? C'est vraiment une question importante, parce que chaque micro-organisme va intervenir dans ce qu'on appelle les cycles biogéochimiques, donc la recirculation des éléments dans l'atmosphère, et comme l'exemple du méthane que je vous ai présenté. Au niveau des moyens d'étude, donc à Banyuls, on dispose d'un bateau pour aller échantillonner, et ici vous avez une photographie de ce qu'on appelle une rosette. Donc c'est composé de plusieurs bouteilles. Donc on va faire descendre grâce au treuil la rosette dans l'eau, et en fait toutes les cavités là vont se remplir d'eau. Donc on va prélever l'eau et on va pouvoir après analyser l'eau. Donc il existe différentes approches. Ça sera plus tard.
Ce qui est important aussi, donc, quand je vous présentais les différents écosystèmes, je vous parlais aussi donc, de salinité, de température. Et donc la petite bouée là, que nous avons, c'est donc une bouée dite intelligente, car elle va être capable d'analyser plusieurs paramètres. Et, par exemple la salinité, le vent, la température, et elle va tout envoyer au laboratoire en direct. Donc nous, sur nos petits ordinateurs, on a la possibilité de consulter en temps réel les conditions donc dans l'OpenOps. Et en fait, la plupart de ces informations sont partagées sur Twitter. À la fin de la présentation, je vous montrerai un exemple de ce que ça peut transmettre. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs approches. Après l'échantillonnage, donc une fois qu'on a récupéré cette taux, on va avoir plusieurs approches pour essayer de découvrir donc, qui est qui fait quoi, etc. Donc, on a la première approche qui a été l'approche, on va dire, historique, car ça fait longtemps qu'on essaye de challenger et de cultiver les micro-organismes. Donc dans des cas ou d'autres, ça peut être beaucoup plus complexe, comme les micro-organismes dits extrêmes que je vous ai présentés au début. Donc là, ici, vous avez une photographie donc, de culture liquide et d'une culture solide. Voilà, moi, je ne travaille pas du tout sur ce genre de choses, car je travaille sur des organismes dont on ne sait pas du tout cultiver, car on ne connaît rien en fait d'eux, donc du coup, pour les cultiver, on ne sait pas de quoi ils ont besoin, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Donc déjà, si on savait ce qu'ils faisaient, on saurait si on savait dans quel cycle ils interviendraient, on saurait quoi leur donner à manger. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils vont manger qui va déterminer un petit peu le devenir de ce qu'ils mangent en molécules plus simples. Donc moi, je travaille plutôt sur ce genre d'approche-là, donc c'est des approches dites moléculaires. Donc comme je vous disais, on va prélever de l'eau. Cette eau va être filtrée. Donc selon ce qu'on regarde, on va utiliser différents filtres. Donc il faut savoir que pour les bactéries, on va utiliser des filtres qui font 0,22 microns. Donc c'est très petit. Si on veut regarder du virus, on va prendre des filtres encore plus petits, donc du 0,022 microns. Donc une fois qu'on va filtrer en fait cette eau, on va avoir tous nos virus qui vont être retenus sur le filtre. On va donc récupérer ce qu'on appelle donc, le matériel génétique, donc la carte d'identité génétique de nos petits micro-organismes, et on va faire du séquençage. Alors du séquençage, c'est prendre une molécule biologique, la mettre dans un appareil qu'on appelle un séquenceur, et on va obtenir donc la traduction sous forme de fichier texte. On va avoir chaque composante de son génome va être traduit sous la forme de lettres. Donc on a 4 nucléotides de notre code génétique, donc c'est l'adénosine, la tyrosine, la guanine et la cytosine. Donc c'est ATCG. Donc on va avoir des fichiers texte qui sont composés que de A, que de T, que de C, que de G. Et ça va être tout ça mélangé et il va falloir traduire ça en langage humain. Donc c'est vraiment un énorme travail là-dessus. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit peu un exemple d'étude. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a plusieurs questions, donc qui est qui, est-ce que tout est partout? Et là on a un exemple d'une approche donc, qui est dit approche globale pour essayer de savoir si on va retrouver tout partout. Donc ça c'est une grosse campagne, donc, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Tara Océan. Donc c'est une petite goélette, une moyenne goélette qui va aller sillonner toutes les mers et océans du globe et qui va prélever de l'eau. Et donc en fait là, sur la campagne sur laquelle je travaille, moi ils ont analysé 68 stations marines donc à travers le globe. Et en fait, au niveau de la taille des données, c'est complètement faramineux puisque il y a 28 téraoctets de données. Et donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait ça représenterait 7000 DVD ou 7 millions de photos au niveau taille de fichier. Donc il nous faut des super calculateurs pour travailler sur ce genre de données, sinon pas sur un ordinateur normal, ce n'est pas possible. Donc ici par exemple, je vous ai mis la carte donc, des points d'échantillonnage de Tara, pour vous montrer que vraiment c'est du global. Donc le bateau va aller se promener, à chaque fois va aller échantillonner un peu d'eau partout, et donc on va analyser cette eau, donc faire ce que je vous ai montré, du séquençage, essayer de comprendre le code génétique. Et en fait, parce que dans ce code génétique, si on arrive, il y a certains marqueurs qui permettent de découvrir qui est qui, enfin quelle est l'identité du micro-organisme. Donc voilà. Donc ici c'est un exemple voilà, de ce qu'on peut faire. Donc en fait ça représente, donc les numéros en bas c'est les stations que je vous ai présentées sur la carte. Et ici on voit ça c'est une liste, donc ce qu'on appelle des phylums. Donc c'est un petit peu, on va dire le nom de famille
du micro-organisme, et on va regarder est-ce qu'il est abondant dans telle station, en quelle proportion. Donc là, les couleurs différentes, c'est différentes identités. Donc par exemple, là, sur cette première barre, on voit que l'écosystème qu'on regarde, et ce qu'on regarde est composé de deux grandes familles, donc la famille bleue et la famille violette. Mais si on regarde d'autres stations, et on voit que c'est pas pareil partout, il y a des couleurs différentes. Et en fait, les trois graphiques, là, ce qu'on a regardé, c'était différentes couches d'eau, parce qu'en fait, on va avoir, comme on a la même chose d'un point de vue géographique, on va avoir une dispersion différente en termes d'identité de micro-organismes différents selon à quelle profondeur on va regarder. Donc ici, voilà, on voit que le bleu domine la SRF, c'est surface. On voit que le bleu-vert domine la surface. Les classes, c'est plutôt du violet. Mais du coup, il n'y a pas la photo entière. Tant pis. Donc en fait, ça c'était pour vous illustrer en fait l'illustration à forer. Donc ça c'était une analyse statistique qui permet de relier tout ce qui est paramètres environnementaux à des communautés. Donc en fait, on va avoir ce graphique, normalement là il manque un nuage de points, donc plein de points différents de couleurs qui vont représenter des échantillons. Et en fait, les flèches rouges, là on voit étude, en fait il manque le début, c'est latitude. Donc on voit que la flèche rouge est ici, et en fait tous les points qui vont être à côté représentent des échantillons. Et en fait, ça veut dire que d'un point de vue statistique, ces échantillons, donc qui ne sont pas affichés, ont une importance. Enfin, la composition, la latitude a une importance sur la composition des échantillons. Je pourrais, si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer plus tard. Donc après, il y a une deuxième approche qui existe quand on va regarder un petit peu donc, ces micro-organismes, c'est le point de vue temporel. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que certains micro-organismes sont là tout le temps, ou est-ce que par exemple ils sont là qu'en été ou qu'en hiver, donc ça peut être assez intéressant à regarder. Donc ici vous avez pareil un exemple là, et en fait chaque trait va correspondre à une famille de micro-organismes. Et donc là ici vous avez donc des points successifs, là c'est sur 3 ans, donc de 2012 à 2015, pardon. Ça a été analysé dans la baie de Banyuls, et en fait on voit que là ici ça va correspondre à des identités de micro-organismes, et on voit qu'en fait c'est pas régulier, quoi. Certaines, par exemple là en mai-juin, on va avoir les micro-organismes orange et rouge qui sont plus abondants. Plus le pic va être haut et plus on a ces micro-organismes abondants. On va voir que voilà, en juillet-août, ils sont partis. Alors, on va chercher pourquoi, on va regarder les paramètres environnementaux, qu'est-ce qui peut expliquer leur absence, etc. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la bouée de Banyuls, et donc ici, je vous ai mis l'adresse de Twitter si ça vous intéresse de regarder et suivre en direct les conditions. Et donc j'ai pris cette capture d'écran tout à l'heure, et donc on peut voir que, je ne sais pas si il y a marqué l'heure, non. Mais bon, c'était en début d'après-midi. Donc en début d'après-midi, en fait, on va avoir deux types de paramètres, les paramètres de l'air et les paramètres de l'eau. Donc là, c'est la force. Là, c'est. Ah oui, pardon. Oui, exact. Donc on va avoir la pression atmosphérique là, qui est en millibar, la température de l'air, parce que là on est en air, donc qui était à 8,1 degrés. Ça va être la force du vent. Ça va être en fait la direction du vent. C'est en degrés, donc le 0 degré indique le nord. Voilà, là on a la date, l'heure à laquelle je l'ai prise, voilà, 11h43. Et là, donc on a les paramètres de l'eau, donc au niveau surface. L'eau était à 12 degrés, donc avec une eau un peu plus chaude que l'extérieur. La salinité, donc il y a un paramètre qui est très important, qu'on mesure énormément. La fluorescence, donc ça c'est en fait, on va utiliser ce qu'on appelle la chlorophylle A, qui est un pigment. Et donc en fait ce pigment a la capacité de faire de faire de la fluorescence quand on l'excite à une longueur d'onde, c'est-à-dire on va lui envoyer une onde particulière, et la chlorophylle A va répondre par un signal de fluorescence. Et en fait, ce paramètre peut indiquer s'il y a ce qu'on appelle un bloom, donc c'est une croissance importante d'algues. Donc on peut voir ici l'algue, enfin s'il y a beaucoup d'algues ou pas.
Là, c'est la turbidité, donc elle est à 3,89, ça veut dire que l'eau était assez. Enfin, la turbidité, c'est la transparence de l'eau. Donc à 3,89, ça veut dire que l'eau n'est pas du tout transparente. Il y a 15 jours, elle était à 0,89. L'oxygène, qui est un paramètre important, l'oxygène dissous dans l'eau. Et voilà, et puis la dette. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? À quoi servent exactement vos recherches? C'est pour l'industrie pharmaceutique? Non. Le but visé, c'est pour... Pas du tout. En fait, c'est un point de vue écologique. Nous, on va regarder, parce qu'en fait, au niveau des archées, comme je vous montrais, les écosystèmes extrêmes, au tout début de la découverte des archées, on les a découvertes par hasard. En fait, on les considérait comme des bactéries au début parce qu'on ne s'intéressait pas trop au génome. Puis on a découvert qu'il y avait des archées, donc il y avait des bactéries dites un peu spéciales qui arrivaient à croître dans ces environnements extrêmes. Puis quand on a regardé leur génome, dans les années 97, on s'est rendu compte que c'était des archées. Et avec toute l'amélioration technique qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de campagnes qui ont commencé à séquencer à tour de bras. Donc au lieu de regarder au microscope, on a commencé à regarder énormément d'un point de vue moléculaire. Et on s'est rendu compte que ces archées n'étaient pas présentes que dans les milieux extrêmes, mais qu'elles étaient dans des environnements dits normaux pour l'homme. Donc maintenant, on voit qu'elles sont assez importantes. Donc si elles sont là, c'est qu'elles ont c'est qu'il y a une raison écologique. Donc nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est surtout à quoi elles servent et dans quel cycle elles vont intervenir. Parce que comme je vous montrais le cycle du méthane, là, c'est quand même des problématiques très importantes au niveau des cycles de recirculation des éléments. Et c'est vraiment des questions qui sont pertinentes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on utilise, que moi j'utilise ces micro-organismes. On ne sait rien en fait sur eux, rien du tout. On n'arrive même pas à les cultiver, voilà. Donc on essaie de farfouiller dans leur génome, essayer, en fait, pour savoir un peu à quoi elles servent, on va récupérer des séquences, donc la traduction de leur molécule d'ADN, et on va regarder s'il y a des similarités avec ce qui a déjà été trouvé. Et par extrapolation, après, on va pouvoir émettre certaines hypothèses quant à leur fonction dans un écosystème. Ça peut servir à détecter, par exemple, des algues vertes, l'apparition des algues vertes, notamment en Bretagne? Après, d'un point de vue des micro-organismes, tout est imbriqué, tout marche ensemble. En fait, il faudrait voir la mer comme une énorme usine à la chaîne, où chaque micro-organisme a vraiment sa place, et tout va marcher de concert, quoi. Donc si on en enlève un, tout va être perturbé, et donc oui, on pourrait, la présence de certaines espèces pourrait donner une indication sur d'autres nature. Parce que quand on regarde, il y a vraiment tout. En fait, au niveau des réactions chimiques qui se passent au niveau des micro-organismes, il y a certaines espèces qui vont commencer une réaction et d'autres qui vont la terminer. Et ça, on trouve ça par exemple dans les stations d'épuration. On a la matière organique qui est décomposée en plusieurs étapes et on va avoir différentes espèces de micro-organismes. Et si toutes les espèces ne sont pas là, la dégradation ne se fera pas jusqu'à la fin. Et est-ce que les nappes que le monde dans la baie aujourd'hui? Est-ce que, pardon? Les nappes. Les nappes? On voit des nappes marron Oui. en face de l'eau. Oui. Là, sur la plage. Oui, tout à fait. Est-ce que ça vient de la station d'épuration ou pas? Je ne sais pas. Mais moi, je travaille sur tout ce qui est écologique et donc à essayer de comprendre l'intérêt de justement ces bactéries, à quoi elles servent, est-ce qu'elles ont un rôle important dans tout ce qui est la recirculation des éléments, qui est quand même une chose importante. Car on pense que c'est les micro-organismes qui sont à l'origine de l'atmosphère viable pour l'homme il y a 6,8 millions d'années sur Terre. Donc ça a quand même un énorme impact. Bien sûr qu'à l'échelle humaine, peut-être qu'on ne le voit pas, c'est compliqué peut-être à cerner, mais c'est un énorme impact.